Comment ça va? Tout le monde, bienvenue à J'ai une idée. Alors, merci, j'ai eu des commentaires cette semaine sur mes derniers épisodes. J'étais même pas sûre là, si c'était... parce que je vous amène vraiment dans mon cerveau, dans ma réflexion, et je réalise que, ben, premièrement, ça me fait vraiment plaisir pour celles qui m'ont écrit, pour me dire qu'ils ont aimé ça. J'ai un message aussi, deux messages vocaux. C'est comme, je vais vous le dire, comme je le pense, là, j'ai rarement donné accès à mon cerveau comme je le fais ici. Par pudeur peut-être, ou par pensée que c'est peut-être trop compliqué ou que ça intéressera personne. Et là, vous êtes quelques-unes à m'avoir dit non, non, c'est nos épisodes préférés. Alors, c'est comme ça me fait un baume, tu sais. Vous me dites que ta complexité, parfois, que je trouve que je m'auto-complique les affaires, là. C'est comme c'est clair, là, tu sais. Comme mon épisode là, de Noël, où ce que j'ai fait tout mon repositionnement en direct quasiment avec vous autres, là. Mais tu sais, c'est le genre de conversation que j'ai avec moi-même. Alors, ben merci d'en être témoin, puis de me dire que vous vous reconnaissez peut-être là-dedans, puis que je suis pas toute seule à overthinker, comme on dit, puis à avoir un cerveau en arborescence qui nous tient réveillés. Savez-vous ça que moi, là, je peux pas me réveiller la nuit. J'ai été insomniaque toute ma vie, là, puis c'est parce que quand je me réveille la nuit, c'est comme si le moteur du bateau, il dort, tu sais. Puis là, la minute que je rouvre l'œil, le moteur du bateau, il repart. Mais là, s'il repart, je peux même me rendormir. Parce que là, il réfléchit à A, B, C, D, E, F. Là, il est déjà parti, lui, là, aussitôt que je rouvre l'œil. Puis, ça a toujours été comme ça. Fait que ce que j'ai trouvé comme truc, quand j'étais... je découvert ça de bonne heure, là. Mais c'est de mettre... dans le temps, c'était la radio parlée la nuit. Fait que Monsieur Fabi, moi, je l'ai écouté longtemps. Puis Roger Drolet, puis toutes les radios de nuit. Je partais ça. Puis là, quand mon cerveau, il écoute ça, ben il repart pas ailleurs. Parce que écouter ça, c'est pas de l'arborescence, c'est pas 18 idées en même temps. Ça part à... C'est comme des cellules, tu sais. Ça part à une, les cellules dans le ventre de la mère, là. À une, ça se sépare en deux, puis là, quatre, puis tout. C'est ça, mes pensées. Fait que... fait que c'est ça. Mais je suis pas si pire parce que je me dis, tu sais, ben, on appelle ça des pensées envahissantes. Imaginez quand t'as ça, mais que ça te down, tu sais. Et moi, non, je peux me stresser. Je peux m'auto-mettre des obligations qui sont peut-être pas justifiées. Là. Juste comme je vous l'ai dit, je suis pas une très bonne boss avec moi-même des fois. Mais c'est généralement optimiste. Puis imaginez-vous, tu sais, à quel point ces pensées-là, ils nous disent on est ce qu'on pense. Alors, le travail pour les dompter, puis les mettre positives, là, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. Là. C'est un travail conscient là, qui a été fait. C'est sûr, quand on est plus jeune, on connaît pas ça, puis on se laisse aller un peu. Mais quand j'ai commencé, je suis fait un peu avant, là, dans le processus d'écriture des 7 livres du leadership féminin. Là, tu te dis, OK, c'est ma nourriture intérieure, mes pensées. Là. Fait que c'est quoi? C'est-tu très dark ou c'est très lumineux? Alors, quelle longue introduction pour vous dire que, groupe, j'ai lu le livre de K-Fed. J'ai lu le livre de Kevin Federline. Puis c'est... Là, je vais vous en parler avant que je l'oublie parce qu'on s'entend que c'est pas super mémorable comme ouvrage. Sauf que pour nous aider à comprendre Britney Spears, donc ce sera l'épisode 4 sur Britney Spears, le quatrième. Si vous n'avez pas écouté les 3 autres, je vous invite à aller écouter Jeanne Idée. Quand j'ai lu le livre de Britney Spears, j'ai fait un deep dive là, sur la carrière de Britney en temps réel. Et je finissais ma conclusion par c'est toute la faute de K-Fed, de Kevin Federline. Alors, ce week-end, je me suis dit, mon Dieu, je vais lire le livre de K-Fed. Voir comment il peut se défendre de ça. Tu sais, comment il peut se défendre de son rôle dans la débandade de Britney Spears. Puis il fait comme beaucoup de gaslighter et de... Ben, c'est qu'il l'admet pas. C'est qu'il l'admet absolument pas. Lui, là, je sais pas combien de pages, parce que je l'ai écouté en audio, là, mais quand on écoute dans tout son livre, là, il n'a absolument rien à voir dans la débandade de Britney Spears. Et il n'accorde même pas 2 lignes à l'impact qu'il aurait pu avoir sur cette jeune femme-là, sa santé mentale, sa santé émotive, sa santé émotionnelle. C'est comme s'il est un spectateur, puis il regarde Britney et il fait juste décrire ce qu'il voit de près ou de loin, comme un imbécile heureux, je vais le dire parce que je l'écoutera pas, mon podcast, comme un imbécile heureux qui n'a rien à voir avec ça. Oh my God! Fait que ça vous donne une idée, là. Je sais, je me permets d'être tranchante parce qu'on est entre nous, n'est-ce pas? Mais je vais essayer d'avoir un peu de voir le 360 là, dans les quelques minutes qui vont suivre. Je vais vous parler donc de la version de Kevin Federline, une initiative qu'il a fait, évidemment, on va en parler, pourquoi il a fait ça, pourquoi il écrit un livre, comment il essaye avec du contenu, puis cette façon-là de présenter les faits, de redémarrer une carrière qui n'a jamais vraiment été autre qu'avoir été le conjoint de madame. Alors, bienvenue à J'ai une idée, mon nom est Jeanne Duquet. Je vous raconte des histoires qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. Et cette semaine, mon assistant qui travaille avec moi dans J'ai une idée, sa présentation du podcast est la suivante aujourd'hui.
Alors, j'ai une idée. C'est un podcast d'analyse narrative et stratégique. Chaque semaine, Jeanne Duquette décortique une figure publique, une entreprise, une série, un phénomène culturel ou une trajectoire marquante. Pas pour commenter, pour comprendre. Comprendre ce qui joue derrière les décisions visibles, comprendre les mécanismes d'influence, comprendre les choix stratégiques, comprendre les angles morts. Ce sont des histoires connues, mais racontées autrement. Des histoires publiques qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. Alors, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà à J'ai une idée. Mettez des étoiles aussi sur les différentes plateformes. Ça m'aide à être plus partagé par l'algorithme. Donc, partagez cet épisode avec quelqu'un qui, vous pensez, va l'apprécier. Parce qu'on va parler aussi de stratégie. Donc, Kevin Federline, ex-mari de Britney Spears, qui n'a pas dit un mot pendant tout le long qu'elle payait une pension alimentaire. Il n'a pas parlé, il n'a pas sorti de livre, il n'a pas beaucoup donné d'entrevues. Très peu. Autre pour dire qu'il était un bon père pour ses enfants. Et on se doute très bien, parce que ça, son livre dit pas grand-chose, mais il est probablement limité par des obligations contractuelles. Quand les ententes de divorce ont été signées, il y a probablement eu ce qu'on appelle des gag orders, donc, ou des ententes de confidentialité, donc il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Peut-être qu'il ne pouvait rien dire sous peine de pénalité, et pénalité, elle arrêtait de payer sa pension alimentaire de 40 000 par mois. Donc, il y a eu 2 millions au divorce, puis il y a eu 40 000 par mois. Calculez, là, ça fait combien de temps, puis combien d'années, jusqu'à ce que les deux garçons aient 18 ans. Puis il a commencé à en avoir la garde, je pense, les garçons avaient 2 ans. Fait que pendant 16 ans, elle a payé sa vie. Puis même son ex-mari, donc l'autre d'après, elle a marié Sam pendant quelques années, là, un entraîneur privé. Et lui, il avait référé à Kevin Federline. Il avait dit, ah oui, lui, c'est un professional father. C'est un père professionnel. C'est ça qu'il fait dans la vie. Mais bref, alors comment Kevin Federline décrit sa vie avec Britney, cette histoire-là, sous son angle à lui, c'est pas dénué d'intérêt au début. Quand il nous parle de... Parce qu'à quelque part, il a quand même fallu qu'il se rende à Hollywood puis qu'il se rende jusqu'à Britney Spears. Et pour se rendre jusque-là, il avait quand même développé un talent. C'était un danseur professionnel qui voulait avoir une carrière. Il a commencé, il a fait une tournée avec un boys band de l'époque. Ensuite, il a même fait la première partie de la tournée de Britney Spears aux États-Unis, mais il a à peu près pas vu pendant ce temps-là qui dit, elle avait 16 ans, lui il était beaucoup plus vieux, mais pas autant, là, mettons 16 ans, 22, mais à cet âge-là, la différence est énorme. Là. Alors, mais donc, il se rend jusque-là parce qu'il se tient avec une troupe de danseurs très professionnels, puis il se ramasse dans le même bar que Britney là, un soir. C'est comme ça qu'il la rencontre, lui il part avec, c'est un hook-up pour lui. Pourquoi? Parce que Kevin Federline, il y a une blonde. Non seulement il y a une blonde, mais il y a un enfant avec elle et elle est enceinte de leur deuxième enfant. Juste ça, c'est assez. Juste ça, c'est assez pour comprendre quel genre de gars. Fait que lui, il part avec Britney, puis il se dit, oh, ça va être le fun à soir, mais là, finalement, il voit que ça se peut que ça m'arrache. Donc, il continue d'être avec, et là, il dit à sa blonde du moment avec qui il habite, il dit, ben là, je m'en vais, il retourne à la maison, j'imagine quelques jours, puis après ça, il dit, écoute, j'ai eu un contrat pour un commercial, je m'en vais filmer en Europe. C'était pas vrai du tout, il s'en allait en tournée avec Britney Spears. Et la pauvre fille qui est enceinte de lui, elle a appris dans les tabloïds qu'il était avec Britney Spears. Parce qu'ils ont pris des photos des deux en Europe, c'était une tournée européenne. Ils ont pris des photos. Donc lui, confronte pas son ex, et il dit pas, il part avec Britney, meilleure opportunité. Et donc, et c'est comme ça que leur histoire d'amour là, a commencé. Je vais vous parler juste de lui là, à ce moment-là, mais puis de la façon dont il raconte l'histoire. Donc, ce qu'il raconte, c'est que ça devait être juste un hook-up, et là, finalement, il s'en va en Europe, puis ça se développe. Mais tout le long, là, jusqu'à ce qu'ils se séparent, là, on l'entend pas dire qu'il est très amoureux d'elle. On l'entend pas dire. Tu sais, il dit, on apprend à se connaître, on est toujours ensemble, on est très fusionnels. Ils ont fait une série à l'époque qui s'appelait Chaotique, là, qui était une télé-réalité avec MTV, qui est pas regardable. Là. J'ai regardé en préparation de l'émission aujourd'hui, j'ai regardé le premier épisode là, où il ment comme il respire. Là. Il dit, ah oui, moi puis mon coloc. Il n'y a pas de coloc, il reste avec une femme puis elle est enceinte. fait que ça pour dire que, bref, c'est difficile à regarder, là, c'est pas deux jeunes très, très insouciants. Alors, donc, lui, saisit l'opportunité, il se met en couple avec elle. C'est elle qui parle de mariage la première fois, qui dit, lui, il trouve ça un peu vite. Mais seulement après 5 mois de mariage, lui, il la demande en mariage et il se marie. Et ensuite, il s'en va. Là, il achète une maison. Ils font une rénovation de la maison. Lui, il a eu 2 millions de dollars pour faire l'émission Chaotique là, avec Britney. Ça, c'est sa part. Puis on s'attend, là. On fait ça parce qu'elle était là, puis elle l'a laissé probablement avoir une grosse part pour qu'il puisse contribuer. Un gars veut contribuer, elle achète une maison, lui, il dit qu'il met 500 000 dans la maison, qu'ils ont acheté. Il se prépare, là. Il va se marier, il met 500 000 dans la maison, il est en train de construire son patrimoine, là. Hein? Alors, et là, donc, il dit, ils font des rénaux, il dit qu'il s'implique beaucoup dans les rénovations, tout ça, et qu'il fait même un studio d'enregistrement et que là, il veut faire son album. Ça fait même pas
6 mois qu'ils sont ensemble. Là. Lui, il commence déjà, tu sais, c'est vraiment elle, là, c'est son ticket to fame, là, vraiment. Là. Ça ressemble vraiment à ça dans la façon dont il raconte l'histoire. Tu sais, il raconte, bon, ils font la maison, après ça, bon, lui, il se fait un studio. Il va jamais dire qu'ils sont vraiment amoureux. Je vous le dis, là, jusqu'à ce qu'on parle de divorce puis de procédure d'avocat, OK? Jusqu'à ce moment-là, il parle pas qu'il l'aimait puis que, on voit qu'il commence à adopter cette posture-là parce que ça doit être celle que son avocat il a dit d'adopter ils se sont divorcés. Mais bref. Ah non, je le crois pas pantoute. Là. Honnêtement, là, c'est comme, c'est très, c'est ça. Il n'y a rien à voir là-dedans. Il n'y a aucune, ce qu'on appelle accountability dans le livre par rapport à elle, sa fragilité. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'elle prenait déjà des médicaments à l'époque où il était avec qu'elle avait énormément de pression, c'était beaucoup sur ses épaules. Donc, probablement du Adderall, là, qui est un médicament pour voyons, ADHD. Je cherche le terme, là. Bon, hein, hyperactivité. Et puis, il parle qu'elle a fait le party, tout ça, mais c'est pas si pire. Il parle de ses moods, il dit qu'elle avait des moods, mais en fait, lui, l'affaire qui se plaint d'eux, la seule affaire qui se plaint d'eux, il dit qu'elle est assez solitaire, puis que sa famille, à lui, peut pas venir chez eux comme lui, il voudrait, que lui, il aimerait que sa famille vienne, qu'il dorme là, que ses amis viennent, qu'il aimerait que sa maison soit tout le temps pleine, là. Puis Britney, elle l'aime pas ça. Fait que, et lui, il se plaint de ça. Il dit que la famille, c'est pas juste nous deux, c'est plein de monde, puis it takes a village, puis bon, il se plaint de ça. Et pour lui, là, c'est le choc suprême quand il reçoit les procédures de divorce. C'est le choc suprême. Il est en train de sortir son album. Il est en plein lancement. Il est à Toronto à Much Music. Il s'en va en entrevue quand un réalisateur lui dit Ouf, qu'est-ce que t'en penses? Ça vient déposer le divorce. Puis il dit que lui, il ne savait pas. Fait que, et là, bon, sa posture change un peu. Là, il commence à avoir plus de Ah, mais oui, mais moi, je l'aimais. Sauf que jamais il dit qu'il a essayé de la regagner ou c'est plus ça. Là. Lui, il dit que il avait fait envoyer, ils ne sont pas séparés rien, là, il avait fait envoyer une lettre d'avocat à Britney alors qu'il est en train de se produire un album. Elle a 2 enfants, elle est en postpartum. Lui, il est juste dans son lancement puis dans ses affaires. Il s'occupe à peu près pas d'elle, il est vraiment dans son plan de carrière, là, alors que, tu sais, ça fait même pas 2 ans qu'ils sont ensemble. Il a jamais dit qu'il est amoureux. Il a jamais dit qu'il passait des moments en famille. Selon lui, c'était... Et, il est le père de l'année, alors que après l'accouchement de ses 2 enfants, il en parle à peu près pas. Il parle pas qu'il s'occupe de ses enfants. Il parle juste que Britney s'en occupe pas à son goût, par exemple. Et il parle aussi que, comme elle prend des médicaments, il veut pas qu'elle allaite. Et donc, il a fait envoyer une lettre d'avocat pour lui dire qu'il voulait qu'elle arrête d'allaiter, puis qu'elle donne la formule. Je pense que c'est ça. Mais tu sais, t'es en couple, tu fais envoyer une lettre d'avocat. En tout cas. Bref, partez-moi pas là-dessus. Fait que tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, il commence à peindre son portrait comme étant le pauvre gars qui aime ses enfants puis qui veut les protéger de Britney qui est sur le party, qui est erratique, qui sort avec Paris Hilton, puis tout ça. Alors que lui, il sort tout autant, là. Lui, il est tout autant sur le party, mais ça n'a pas l'air d'être un... Ça n'a pas l'air d'être un... Ben, pour lui, c'est pas grave parce que lui, il le fait quand il n'y a pas les enfants. Lui, il dit qu'elle a fait le party quand les enfants sont là ou que s'ils sont... Tu sais, quand ils sont sous sa garde, il voudrait pas qu'elle sorte puis qu'elle fasse rien. En tout cas, je sais pas trop. Mais là, c'est ça. Fait qu'il commence à dire que... il commence à dire qu'elle a un comportement erratique, bizarre. Puis là, au même titre où il a l'air totalement, tu sais, genre, aucune raison de pourquoi ils se seraient séparés, aucune raison pourquoi qu'elle y aurait envoyé une lettre de divorce, aucune raison pourquoi qu'elle aurait eu des comportements d'une femme désespérée qui est en train de se faire voler ses enfants, Seigneur, puis sa vie par un profiteur. Tu sais, beaucoup de tout ce qui a mené à son conservatorship, là, comme on dit, là, à sa mise sous tutelle, beaucoup de ça vient de toutes les procédures de divorce dans lesquelles ils sont engagés toutes les deux, puis qui ont commencé même avant qu'elle dépose en divorce. Ils avaient déjà commencé à y envoyer des lettres d'avocat. Alors, et ça, je sais pas si vous avez déjà vécu un litige, là, mais juste un litige, juste recevoir une mise en demeure, là, c'est épouvantable. Mais imaginez-vous quand c'est tes enfants, ta famille, le gars que t'aimes, parce qu'elle est en amour avec. Ça, c'est clair. Lui, non, mais elle, oui. Tu sais, lui, il profite de la situation, c'est clair. Mais elle est complètement, elle, au head over heels, mais elle se rend compte que tout ce que le monde lui dit de lui depuis le début, c'est vrai. Et là, je veux vous ramener à ce moment-là, parce que comme j'ai fait, tu sais, le moment du breakdown qu'elle a eu là, elle reçoit des procédures, tu sais, elle est obligée de se divorcer. Lui, il lui redonne pas les enfants. Ensuite, il arrête pas de remettre en question ses faits et gestes. Mais pendant ce temps-là, elle est suivie par tous les paparazzis qui, eux, essaient de la provoquer pour qu'elle ait l'air d'une mauvaise mère. Elle est probablement méga postpartum. Son deuxième fils a juste 5 mois. Elle est méga postpartum. Lui, il lui fait des problèmes. Il se trouve un autre blonde de suite. Tu sais, toutes des choses qui sont très... Un divorce, c'est bouleversant. Mais imagine avec 400 000 paparazzis qui te suivent, qui sont très agressifs parce qu'à l'époque, il dit lui-même, une photo de Britney peut être vendue à 750 000 $. Il dit, ça peut faire la vie de quelqu'un, ça. Oui, on comprend très bien que toi, c'était ça ton plan, mon grand. Fait que, donc, ils sont très agressifs avec elle. Donc, elle vit le divorce, la peine d'amour, les centaines de milliers de personnes qui regardent du café et qui veulent donc qu'elle soit une mauvaise mère. Elle est brûlée, elle est postpartum. On s'entend, elle n'est pas ultra équipée, probablement, parce qu'elle est très blessée.
Hein? Elle est très, très blessée déjà à cette époque-là. Je reviens à ça après. Donc, tout ça ensemble, c'est normal qu'elle perde pied. Puis le moment où elle était retrouvée dans une salle de bain, puis que les gens, je ne sais pas si vous en souvenez, là, mais c'était pas longtemps après que Michael Jackson soit mort, je pense. Fait que là, la police, l'ambulance s'en va chez eux, puis elle était sortie sur une civière, puis là, ils ont mis un 5150 dessus. Ça, 5150, c'est un ordre de protection contre elle-même parce qu'ils ont peur qu'elle porte atteinte à sa propre vie. Mais dans le fond, c'est juste que elle voulait pas que Kevin reprenne les enfants. Tu sais, c'était une chicane de garde d'enfants, là, comme on a déjà vu, là, mais avec des millions de paparazzis qui te suivent, là, tu sais, plus tout le reste. Fait que je pense que n'importe quel humain, là, tu sais, la pire chose qu'elle avait besoin, là, c'était de tout ça. Tu sais, sa peine d'amour, la chicane, le divorce, lui, tu sais, c'était vraiment le tipping point. C'est ça qui l'a fait sombrer. Et lui, juvénile, qui dit même pas à la femme qui est enceinte de lui, qui part avec Britney Spears, qui s'occupe pas plus de son premier enfant, on appelle ça un stepping stoner, là, un gars qui passe d'une personne à l'autre parce que ça va l'amener plus loin. Alors, c'était un coup énorme là, pour Britney, puis sa façon d'agir probablement a été très épouvantable après tout ce qu'il venait de gagner de par son alliance avec elle. Alors, ça, c'est ce qui fait que là, après ça, ben, il va raconter là, comment il est le Saint-Père, là, puis que face à comment ça se passait chez Britney, puis le conservatorship, à un moment donné, c'est devenu évident pour le juge que lui devait s'occuper des enfants. Puis il présente ça comme je les voulais pas 100%. Mais c'est clair qu'il voulait 100% parce que 100%, ça vient avec le chèque. Là. C'est clair. Là, il essaye de ne pas avoir l'air de ça, mais c'est ça. Et puis, est-ce que c'est tout de sa faute? Non. Est-ce qu'il a contribué énormément? Oui. Donc, au moment où Britney rencontre Kevin Federline, là, elle se remet de la tempête Timberlake. J'en ai parlé dans les épisodes sur Britney, mais on parle d'une jeune fille qui n'avait pas une grosse assise familiale. Elle n'était pas dans un cocon familial très stable de toute sa vie. Donc, quand l'amour avec Justin Timberlake, la relation avec lui, la relation avec sa famille à lui, c'était devenu son ancrage. Donc, quand elle perd Timberlake, qu'elle aimait beaucoup manifestement, elle est dévastée. Donc, ramenez-vous là, après votre première peine d'amour. Ramenez-vous là. C'est votre plus grosse peine d'amour. Puis en plus, vous aimiez la famille de l'autre, vous aimiez tout le monde et tout ça. Et là, pendant que vous êtes en train de vivre ça, puis elle raconte dans son livre qu'elle a eu tellement de peine qu'elle n'a pas parlé pendant 2 ans. Tu sais, elle raconte qu'elle n'a pas parlé, elle n'était plus capable de parler. Donc, tu sais, il y a un choc émotif là, clair, là, puis intense. Et là, donc, tu es dans le choc émotif, la peine d'amour intense et les premières pages de journaux commencent à dire que c'est toi la poffine, c'est toi la charrue, c'est toi qui l'as trompé, c'est toi que ci et ça. Et lui, il lance un album qui va être un des albums les plus populaires des 3 prochaines années sur ton dos. Imagine comment tu te sens. Juste ça. Même sans la vie publique, sans tout ça. Et là, les journaux qui commencent à détruire sa réputation, détruire sa moralité. Puis c'est pour ça que je trouve que quand Britney parle dans son livre, puis qu'elle parle des commentaires des gens, elle surréagit quand les gens lui font des commentaires, parce que clairement, cette période-là, elle l'a pas gérée, elle l'a pas appris. Tu sais, c'est une période qui l'a traumatisée à un point. Fait qu'elle est ultra traumatisée, elle parle pas pendant 2 ans, elle a de la peine, les journaux la suivent, elle est complètement, probablement, oui, que là, elle se met à prendre des pilules, puis tout. Puis elle est complètement, donc, détruite en dedans. Je sais pas si elle était accompagnée, puis on le sait qu'elle n'est pas très bien entourée de gens qui l'aiment, puis de figures stables autour d'elle. Ça a toujours été une employée qui l'a accompagnée un peu partout dans le monde. C'était pas ses parents, même quand elle était très jeune. Fait qu'imagine, là, tu rencontres un gars que tu penses que tu l'aimes, puis finalement, après 6 mois, tu as 2 bébés, puis il est en train de s'enregistrer un album, puis il s'occupe pas de toi, puis il vient pas te voir, puis t'as l'air vraiment d'être juste son billet pour une vie publique. On s'entend qu'on serait démoli à moins. Là. C'est là qu'elle elle a complètement cassé. Mais elle était pas. Je pense qu'elle aurait pu survivre de ça. Je pense que c'est la chicane, après ça, la chicane, le divorce, les enfants et tout pour soutirer le plus d'argent possible qui a dû complètement l'achever. Puis les douleurs d'avant devaient être, écoute, ramener les hormones là-dedans, tout ça. Bref, il n'y a rien dans le livre de Kevin Federline qui me donne envie de lui donner un peu de bénéfice du doute. Parce que ensuite, bon, ce qu'on comprend, c'est que là, lui, ben, sa procédure de divorce là, et la destruction massive sur Britney se poursuit. Puis pendant ce temps-là, lui, ben, là, il a lancé son album qui était un méga flop. Méga flop, sauf que ce qui lui a permis là, de se sortir un peu de ce qui aurait pu être le pire personnage, le plus infamous des États-Unis, c'est qu'il a fait un commercial au Super Bowl pour Doritos dans lequel il riait de lui-même, dans lequel il adoptait la posture du méchant que le monde lui affublait. Donc, côté
côté critique, là, quand tu deviens infamous, là, d'être capable de profiter de la mauvaise perception que les gens ont de toi pour retourner ça en ton avantage, et c'est ce que son équipe a été capable de faire avec lui, ben, c'est extrêmement gagnant. Et dans son cas, ça a été extrêmement payant. Je pense qu'il a été encore payé un ou plusieurs millions de dollars pour faire ça. Mais lui, il voulait même pas le faire. Tu sais, comme je vous dis, c'est pas une 100 watts. Là. Fait que lui, il voulait même pas le faire. Il dit, oh, ils vont rire de moi, gna gna gna. Mais finalement, il dit lui-même, il faut qu'il l'admette un peu plus tard. Il dit, ben, mon équipe avait raison. Ça a été, parce que là, ça a déclenché, là, il y a eu des appels pour être dans la lutte. Là. Il est devenu un personnage de lutte. Puis après ça, ben, il a participé à d'autres téléréalités là, au fur et à mesure. C'est ça qui a probablement renfloué les coffres en plus de Britney. Là, parce que ni lui ni sa femme ne travaillent. Sa femme ne travaille pas. Là. Ce sont c'est des parents à temps plein. Alors lui, il était payé là, pour faire des tournées de bar, j'imagine, au début. Puis là, après ça, il a fait, je me souviens, il a perdu du poids. Là, deux téléréalités de perte de poids. Donc, c'est ça. Fait que, et là, donc, les paiements ont arrêté quand les deux garçons sont devenus majeurs. Et ben, ça y prenait un nouveau plan. Donc, le nouveau plan, c'est quoi? Ben, le livre que je viens de vous raconter. Vous pouvez toujours vous faire une idée par vous-même. Je ne sais pas quel abonnement. Vous savez, moi, je l'ai écouté sur Spotify. Spotify, on a les livres audio qui sont inclus, là, un certain nombre de minutes. Mais je dois vous dire que sa voix, ouf, moi qui est hyper sensible au son, sa voix, c'est wesh. C'est pas quelqu'un avec qui j'aimerais être associé. En passant, il a pris de la drogue toute sa vie et c'est un poteux. Et ben, c'est le cas de beaucoup de neurodivergents. Là, je pourrais m'en aller dans d'autres choses. Là. Et probablement que Britney aussi. Donc, tu sais, lui, sa consommation a probablement été toute sa vie pour réguler son cerveau, qui est probablement TDAH. Et ben, il a développé un talent pour la danse, là, quand même. Puis probablement qu'il y a de la divergence là, dans l'histoire. J'en ai parlé quand j'ai fait les épisodes sur Britney, parce que la douance, donc la capacité de développer un talent hors norme, puis elle, c'est clair que c'est ça, ça vient généralement avec un cerveau différent. Qui ça, si ça n'a pas été détecté, ben ça peut venir, ça peut avoir contribué à intensifier le trauma. Ça augmente le trauma. Fait qu'imaginez-vous, j'ai tellement de compassion pour elle. Maintenant, je comprends que, tu sais, tout le monde et sa grand-mère a essayé de l'aider, puis quelqu'un qui veut pas s'aider. Je vais le dire, je l'ai déjà dit, tu sais, on a croisé Guylaine Gagnon l'autre fois. Puis quand je vois Britney Spears, des fois, je vois Guylaine Gagnon. Ça me fait de la peine. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui fait des psychoses toxiques. Donc, qui tombe dans un état qui est décollé de la réalité. Il y a de l'intoxication derrière ça, probablement de la divergence. C'est très, très triste. Et j'aimerais ça vous dire, j'ai vraiment pas la prétention de dire, tu sais, il y a bien du monde qui doit se dire, ben moi, si je pouvais m'en occuper, excuse, mais probablement qu'il y a des grandes sommités qui ont essayé de l'aider. Mais ce que je vois, puisque lui dit dans son livre qu'elle n'a jamais été capable de prendre une once de accountability. Puis moi, tout ce que j'aurais le goût de dire à lui, c'est celui qui le dit, celui qui l'est. Je l'avais dit sur Britney quand je l'ai lu, je le vois qu'elle non plus ne prend pas beaucoup acte de ce qu'elle a fait, mais lui, zéro. Lui, zéro. Puis s'il y a quelqu'un, je pense que lui a été là au dernier moment où il y a quelqu'un qui aurait pu la sauver. Puis c'était tellement la mauvaise personne pour être à côté d'elle, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'elle aurait encore pu être sauvée. Alors, je sais pas. Aujourd'hui, il dit qu'il a fait le livre parce qu'il veut lui sauver la vie, il veut qu'il y ait des gens qui interviennent, il veut qu'elle comprenne. Mais évidemment, venant de quelqu'un qui cherche juste à faire une prochaine paye parce qu'il n'y a plus de paiement de pension alimentaire, ce n'était pas la bonne personne pour dire ça. Alors voilà. Ce fut mon épisode sur K-Fed. J'espère que j'ai pas été trop graffineuse. Des fois, on peut l'être, hein? On peut l'être. Je pense qu'on peut. Ouais, ça se peut. Je vous souhaite une belle semaine. C'était l'épisode 99. Comprenez-vous qu'il me reste juste un épisode avant d'être obligé de tout transférer mes affaires? Ça me stresse un peu. J'ai pas mal de choses sur le to-do list de ce temps-là. Alors, je vous embrasse. À la semaine prochaine.